Il est 21h dans le plateau des Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'information. Cela dit, depuis mardi dernier, les spéculations vont bon train suite à l'attaque du poste de police suivi du bombardement du site aurifère de Tamou. Le gouvernement parle de 7 morts, tandis que parents et témoins des victimes par des centaines de victimes. Selon Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB, le gouvernement doit dire la vérité au peuple. Suivez le témoignage d'un témoin avec Balima Brema et Mamadou Jori. Combien de personnes ont perdu la vie sur le site aurifère cible d'opération militaire le lundi dernier? 7 selon le gouvernement qui, dans un communiqué publié mardi, a indiqué que ce sont des terroristes. Faux, selon Ali Idrissa Nani, coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, qui a été au chevet des blessés évacués au niveau de certains hôpitaux de Niamey. Nous avons trouvé des parents et des blessés dans la désolation et la consternation. Vraiment, il y a eu horreur là-bas. Ce que nous avions constaté à l'hôpital, effectivement, il y avait des blessés par balle et des blessés par éclat d'obus. Il y a aussi des brûlures graves. Parce que après aussi le passage des hélicos, des forces de défense sont intervenues au sol pour encore neutraliser et tirer sur ceux qui restaient. Et je pense qu'il faut d'abord imaginer ce que c'est qu'un site aurifère pour pouvoir comprendre l'ampleur de la catastrophe qui avait eu le lundi à Tamou. Plusieurs témoignages circulant sur les réseaux sociaux confirment cette situation. Aussi, l'acteur de la société civile exige une enquête indépendante. En attendant, il demande au gouvernement de revenir sur son communiqué qui, selon lui, ne rend pas compte des faits véritables. Ce gouvernement a le devoir de nous dire la vérité. Il y a eu plus que 7 morts. Et ce sont des orpailleurs qui ont été tués. Il ne s'agit pas de terroristes. Donc ce mensonge-là ne passera pas, ça c'est sûr. Personne ne croit. On a tous les images qui circulent sur les réseaux sociaux de ces victimes. Donc je pense que ce gouvernement doit cesser de mentir et dire la vérité aux Nigériens. Pour une seule fois, qu'ils disent ce qui s'est réellement passé. Depuis le début des attaques terroristes en 2015 au Niger, c'est la seconde fois que des civils ont été la cible des moyens aériens utilisés. La première fois, c'était en 2016, lorsque des personnes réunies pour un mariage ont été la cible des tirs aériens à Abadam, dans la région de Difa. Contrairement à Difa, où l'identité de l'avion n'est pas connue, à Tamou, les survivants et les témoins accusent l'armée nigérienne. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet Nalewaru tire à sa fin le 31 octobre prochain. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin à travers un atelier mis en œuvre par Contrepartie Internationale dans plusieurs communes de la région de Difa. Ce projet qui a pour objectif de renforcer la résilience des populations face à l'extrémisme violent et la cohésion pacifique entre forces de défense et de sécurité et la population. Compte rendu, Boubacar Amadou et Ibrahim Idi. Mise en œuvre dans les communes de Chetimari, Difa, Goudoumaria, Ménesarwa et Ngengimi depuis septembre 2021 par Contrepartie Internationale, le projet Nalewaro qui prend fin ce 31 octobre a pour but d'améliorer la confiance et de renforcer la communication entre la population et les forces de défense et de sécurité afin d'accroître la cohésion sociale et de lutter contre la propagation de l'extrémisme violent. En 2 ans de mise en œuvre, le projet a enregistré des résultats. Le projet Nalewaro a reçu les résultats entre autres suivants. Mise en place de 10 réseaux Nalewaro composés des forces de défense VT, des membres des organisations de la société civile, des représentants des organisations féminines et de jeunes, des représentants des structures gouvernementales, leaders communautaires, qui ont analysé de façon quotidienne la situation sécuritaire de leur commune et proposé des solutions locales pour dissuader la propagation des organisations d'extrémisme violent et renforcer la cohésion. Initier 5 dialogues multi-acteurs communaux et un dialogue sur la situation sécuritaire tout en identifiant les causes de l'extrémisme violent, les solutions locales avec des feuilles de route adaptées au contexte local.
sensibiliser plus de 20 000 citoyens à travers un feuilleton radiophonique de 20 épisodes sur la lutte contre l'extrémisme violent à travers des radios communautaires ayant augmenté la sensibilisation des citoyens aux questions de lutte contre l'extrémisme violent. Le projet Walewaro ou police de proximité à Difa a bénéficié du soutien financier du département d'État américain à hauteur d'1 900 000 $ US. Je me réjouis déjà avec les échos sur les résultats engendrés par ce projet dans toutes les parties prenantes que sont les autorités, les forces de défense et de sécurité, les organisations féminines et de jeunes, les leaders traditionnels, etc. ont su se mettre ensemble pour des actions de police de proximité pour le bien-être de la population, voire la lutte contre l'extrémisme violent. Ce projet vient accompagner les efforts du gouvernement pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à freiner la propagation de l'extrémisme violent dans cette région, en proie à l'insécurité compte tenu de sa situation géographique. En outre, le projet a mis en œuvre des solutions novatrices, en ce sens qu'il a soutenu un engagement plus ouvert et plus transparent entre les citoyens, les groupes communautaires, les autorités communales et les structures policières. De même, ce projet s'est vigoureusement attaqué à la faible participation des femmes à l'initiative des structures de sécurité de proximité, en assurant que les femmes, les filles et les autres groupes défavorisés aient des structures et des opportunités pour partager leurs préoccupations et mettre en œuvre leurs priorités, d'où la création des réseaux Naleware mixtes et féminins. Cette cérémonie de clôture sera l'occasion de présenter le projet, les principaux résultats et performances. Le tout sera couronné par la remise de témoignages de satisfaction aux différentes parties prenantes de la mise en œuvre du projet Walewaro ou pour la paix en Kanuri. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a procédé en présence de ses partenaires ce matin à son siège à l'ouverture d'un atelier de restitution des rapports issus de l'audit organisationnel. C'est le président de l'institution qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, Aïchatou Mamadou et Abdoulaye Seydou, pour le compte-rendu. Ce financement de l'Union européenne et l'exécution du cabinet d'audit nigérien KMC, la Commission nationale des droits humains CNDH a commandité un audit organisationnel de l'institution. Ce présent atelier constitue la restitution des rapports issus de l'audit. Pour le premier responsable de la CNDH, il s'agit pour son institution d'accomplir convenablement sa mission de défense et de promotion des droits humains. La mission d'audit a pour objectif général de consolider les dispositifs institutionnels, fonctionnels et opérationnels de la CNDH. Elle doit également contribuer au renforcement du pilotage, de la gestion stratégique et opérationnelle et de la coordination des tâches et activités aussi bien au niveau de l'administration centrale qu'au niveau déconcentré. Notre vision pour l'excellence, la CNDH se doit d'être comprise, partagée avec tous. Cette vision nécessite l'accompagnement également de tous. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, votre présence aujourd'hui à nos côtés témoigne à juste titre. Ça embarque de votre volonté d'accompagner notre pays en général et la Commission nationale des droits humains en particulier dans tout ce qui est entrepris pour la promotion et la protection des droits humains. Soyez-en vivement remerciés pour toutes vos actions de solidarité en faveur de la noble cause universelle des droits de l'homme. Toutes ces raisons avancées ont permis à la Commission nationale des droits humains CNDH de regagner la confiance des partenaires techniques et financiers. L'Union européenne réitère son accompagnement. Dans le même temps, nous le savons, bâtir un état de droit à même de garantir à tous et toutes la jouissance et l'exercice effectif des droits collectifs et individuels est un défi de taille. Dans un pays aussi vaste que le Niger, où les défis et les attentes des citoyens
en matière de sécurité, de justice, de liberté et de bien-être sont élevés. L'Union européenne soutient, je le répète, fortement cette démarche qui s'inscrit dans la construction d'une nouvelle vision stratégique contribuant à atteindre l'objectif que s'est fixé le nouveau collège des commissaires, et je cite, « faire de la CNDH Niger une institution nationale des droits de l'homme de référence en Afrique où est prônée l'excellence ». Une fois validés, ces rapports d'audit permettront de pallier aux faiblesses de l'organisation identifiée et d'élaborer un manuel de procédures internes nécessaires à l'efficacité des activités et à la productivité des ressources. Un hommage a été rendu au cours de cette séance aux victimes de la récente attaque de Tamou dans la région de Tillabéri. Le renforcement des capacités des membres de la Cour des comptes sur la norme ITIE 2019. C'est l'exercice de la session de formation organisée ce matin par le dispositif national ITIE Niger. La formation durera 2 jours et des résultats sont attendus afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif. Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane pour les détails. Pendant 2 jours, les membres de la Cour des comptes sont à l'école pour renforcer davantage leurs connaissances sur la norme ITIE 2019, initiée par le dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives DN-ITIE Niger. Cette session de formation des membres de la Cour des comptes est de les amener à apprécier les informations relatives aux industries extractives. La coopération belge a financé cette formation à travers ITIE International. Pour nous, la formation permet d'atteindre plusieurs objectifs, entre autres, une bonne compréhension du processus ITIE et de sa mise en œuvre, ainsi que des exigences de la norme de la part des vérificateurs de la Cour des comptes. L'identification des aspects de la norme qui entrent dans les prérogatives de la Cour. En espérant que cette formation permettra de raffermir la coopération qui existe déjà entre nos deux institutions. Plusieurs thématiques seront abordées en vue de promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur extractif à travers l'appropriation des exigences de la norme ITIE. Le but recherché pour les participants est d'avoir une bonne compréhension du processus ITIE, de sa mise en œuvre au Niger et des exigences de la norme, d'identifier les aspects de la norme qui entrent dans les prérogatives de la Cour des comptes, de donner aux participants les informations nécessaires pour apprécier le projet de protocole de partenariat avec l'ITIE, donner aux participants des exemples de bonnes pratiques en matière de certification des déclarations des institutions de l'État. Multiples formations ont été organisées pour impliquer les institutions gouvernementales dans la mise en œuvre de l'ITIE afin d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif. À terme des travaux, des propositions et recommandations sont attendues. La SNV Niger et ses partenaires commémorent les 10 ans de présence en Afrique du programme Touscal. À cet effet, une journée d'échange a été organisée avec les partenaires du programme ici au Niger. Les détails avec Youssouf Haïdara et Rabi Labou. 2012-2022, jour pour jour, le programme Touscal a 10 ans de mise en œuvre en Afrique. Pour commémorer ces 10 années d'action aux côtés de la population africaine, Touscal a initié cette journée d'échange avec ses partenaires pour présenter les succès enregistrés durant les années de mise en œuvre du programme. 2012-2022, ça fait exactement 10 ans que le programme Touscal a commencé ses activités en Afrique. En choisissant de commémorer cette longue présence, l'équipe managériale de Touscal a mûri l'idée de passer en revue les impacts de l'intervention du programme au cours de cette décennie d'intervention.
Aujourd'hui, nous aurons des panels basés sur des cas pratiques éprouvés et des thématiques qui constituent notre approche d'intervention. Il y aura également des témoignages de ceux qui ont été et sont encore des acteurs de la mise en œuvre de ces approches. Nous n'allons pas seulement vous présenter les cas de succès du programme, mais nous allons aussi discuter avec certains acteurs qui ont bénéficié des appuis du programme dans le cadre d'un partenariat inclusif. Pour le directeur pays de SNV Niger, la journée constitue une célébration de 10 années de bonne collaboration avec les partenaires, ponctuée par des succès dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle au Niger. 10 années d'incubation, 10 années d'accélération, 10 années de construction de pôles d'entreprises agricoles performantes et compétitives. 10 années aussi et surtout de partenariats féconds. Ce sont 10 années passées à contribuer au développement d'un secteur que nous savons pourvoyeur d'emplois, un secteur générateur de revenus. Aujourd'hui, il s'agit de célébrer le voyage, mais aussi de célébrer les co-voyageurs que vous êtes. La mise en œuvre du programme TOUSCAL au Niger, c'est à travers le concours de plusieurs partenaires. Ces derniers ont d'ailleurs assisté à une présentation sur la mise en œuvre du programme TOUSCAL au Niger, les succès enregistrés et les défis rencontrés. Le comité exécutif des étudiants nigériens de l'Université de Maradi a lancé un mot d'ordre de suspension des activités académiques de 72 heures ce matin. Ils exigent la résolution définitive de ces préoccupations. Compte rendu, Suleiman Soumane. Rien ne va plus à l'université d'Indiko Dankoulodo de Maradi. Toutes les activités académiques et autres sont suspendues pendant 72 heures et cela sur ordre du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi à travers son mot d'ordre lancé depuis ce matin. Ce mouvement est la suite logique de la non-satisfaction de l'essentiel de ces préoccupations par le gouvernement. Et nous venons plutôt pas de lancer mais de relancer ou de reconduire un mot d'ordre par rapport à un certain nombre de revendications que nous avons posées il y a longtemps qui n'ont pas encore trouvé satisfaction, liées notamment à la fermeture de la faculté et de la section des pharmacies de l'université d'Indiko Dankoulodo à l'université Abdou de Niamey, parce que les raisons qui nous ont été avancées ne sont pas vérifiées par le ministère des tutelles. Nous avons estimé que quand on fait un certain nombre de démarches, et cela va lui permettre d'accepter la vérité et revenir à des meilleurs sentiments. Malheureusement, nous constatons un entêtement ferme de sa part, ce qui n'est pas aussi bien pour un bon responsable. Le comité exécutif de l'UNUM se dit également surpris de l'acte posé par le ministre de l'Enseignement supérieur à travers la création d'une nouvelle université privée dans le domaine de la pharmacie. Et ce qui nous a beaucoup surpris ou éclairé, pendant qu'on est en train de priver les fils des pauvres, qu'on est en train de réduire la chance aux Nigériens de s'inscrire dans une faculté des sciences de santé à travers le département des pharmacies, nous avons à notre grande surprise hier trouvé un papier ou un document qui a fait le tour du monde, qui ordonne à travers le ministère l'ouverture d'une école supérieure d'études en pharmacie et pharmacopée, mais privée malheureusement. Pendant qu'on est en train de priver les fils des pauvres de cette chance de s'inscrire dans les universités publiques du Niger, comme celle de Maradi pour faire la pharmacie, on est en train de fermer et bloquer cette chance et ouvrir d'autres écoles privées de pharmacie. Vraiment, cela nous a beaucoup touchés et nous a beaucoup réconfortés pour comprendre que nous avons effectivement raison. Notre combat est noble. C'est bien dans le sens de pouvoir créer les conditions pour que les fils des pauvres puissent avoir cette chance d'étudier dans les universités publiques du Niger. À travers ce mouvement de 72 heures, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi donne un ultimatum direct au gouvernement pour la résolution de l'essentiel de ses préoccupations qui tournent autour du maintien de la section pharmacie à l'université de Maradi et la prise en charge de l'encadrement des étudiants de l'université de Maradi et de l'université technologique de Maradi. En début d'année 2022, NITA Transfert d'argent a lancé le service
paiement de factures Nigelec dans ses différents guichets. Ce jeudi après-midi, les responsables de NITA lancent officiellement la solution Airtime. C'est une possibilité offerte aux clients d'acheter les crédits téléphoniques partout au Niger et même à l'international. Le lancement s'est déroulé dans l'enceinte de la société en présence du personnel et plusieurs autres invités de marque. Abdelaziz Mamadou et Omar Boukari pour les détails. NITA Transfert d'argent lance officiellement la solution Airtime qui est un moyen simple, rapide et flexible pour permettre à ses clients de s'approvisionner en crédit téléphonique ou d'en offrir à leurs proches. L'objectif de la société est de contribuer au développement économique du Niger à travers ses activités et en offrant un service de qualité à la population. Plus communément appelé Araba chez Zamani et Chap Chap chez Airtel, il a été lancé avec NITA pour vous permettre de gagner en temps, pallier au manque de points de vente dans certaines localités et aussi apporter une solution à l'impossibilité de recharger à certaines heures. NITA Transfert d'argent se veut une réponse à 3 préoccupations importantes. Faciliter les échanges monétaires entre les populations, mettre de la valeur ajoutée dans ces transactions financières, sécuriser les utilisateurs. Outre le fait que NITA se présente comme la société de transfert la plus fiable au Niger, les responsables entendent poursuivre l'innovation, en témoignent ces explications fournies au public. Un abonné de Zamani ou de Airtel va se présenter dans un guichet NITA et puis il précise son numéro avec le montant de recharge qu'il souhaite. Et l'opérateur de NITA, l'agent des guichets, va exécuter cette opération. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour les détenteurs de l'application MyNITA, c'est un processus aussi qui est assez simple. Dans l'application, c'est normalement en 1 ou 2 étapes que ça va se faire. Il y a déjà un tutoriel qui est déjà là. Et l'une des nouveautés aussi par rapport à toujours l'achat de crédit, c'est la possibilité même d'acheter du crédit même à l'international. C'est-à-dire que même quand on est en déplacement, dans les 11 pays de présence de NITA, on peut toujours acheter du crédit dans une agence NITA à l'international. NITA bénéficie d'une autorité assez consistante. Il fallait juste lancer le produit Nigelec pour que la clientèle en fait s'y intéresse. Et nous faisons des sondages conformément à l'écoute en fait de notre clientèle qui nous ont prouvé que ce produit a intéressé de façon significative notre clientèle. Presque, on peut dire en fait que par rapport à nos attentes concernant ce produit, on a plus que fait le nécessaire sur les réalisations. Et cela nous encourage en fait à innover davantage. Il y aura encore beaucoup de produits qui vont voir le jour dans les mois à venir. La direction générale de NITA Transfert d'argent a conclu par réitérer ses remerciements à Zamani Telecom et Airtel Niger pour leur engagement et leur disponibilité dans la réussite de ce partenariat. Ces collaborateurs qui ont fait preuve de dynamisme pour la concrétisation de ce projet et les clients pour leur fidélité. La revue de la presse de cette semaine, c'est avec Mustapha Brahman Zongoma. Mustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à vous, Cherifatou Parezo, et bienvenue dans la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 27 octobre 2022. Cette semaine, il est question de rehaussement en perspective des primes et indemnités par nos élus nationaux, des pilonnages d'un site d'orpailleurs par l'armée nigérienne et des remous sociaux dans le monde estudiantin avec les réformes des universités entreprises par le gouvernement. Et nous commençons par la lutte contre le terrorisme. Le journal L'Inquiéteur d'hier mercredi a titré « Communiqué du gouvernement sur le pilonnage d'un site d'orpailleurs à Tamou ». Peu de réponses, beaucoup de flou. Le 24 octobre 2022, aux environs de 7h30, un poste de police de Tamou a essuyé une attaque attribuée à des groupes terroristes. 2 policiers y ont perdu la vie, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine. Un détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention
au Sahel en position près des lieux du drame s'est aussitôt lancé aux trousses des assaillants, lesquels se sont fondus dans la nature. En début d'après-midi, des bruits d'aéronefs sont entendus au-dessus du site d'orpaillage de Tamou, situé à un jet de pierre de la commune de Tamou. D'après les témoignages que le journal a recueillis auprès de jeunes orpailleurs, 2 hélicoptères ont survolé le site d'extraction peu avant 16 heures. L'un des 2 aéronefs a ouvert le feu. Des personnes ont-elles été prises au piège dans les mines? Dans la panique générale, en tout cas, les survivants ont cherché leur salut dans la fuite. Le site d'orpaillage de Tamou serait désormais sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Après ces événements, le gouvernement fait état, dans un communiqué de presse, d'un bombardement d'un site d'orpaillage clandestin qui sert de refuge, mais aussi d'entrepôt de matériel pris lors des attaques précédentes. Après le bombardement, le communiqué du gouvernement parle de reconnaissance au sol qui ont permis de confirmer la destruction des cibles et de trouver sur place 5 corps sans vie. Le journal se pose une série de questions. Les 5 morts ont été retrouvés où? Qui a fait la mise en scène dont parle le gouvernement dans son communiqué? Comment le centre de santé intégré de la localité s'est-il retrouvé avec 7 corps sous les bras? Qui les a transportés à cet endroit? Aucune explication n'a été fournie par les autorités à cet effet, tout comme les 24 blessés référés dans les hôpitaux de Saï et de Niamey. En définitive, le communiqué que le confrère juge de fallacieux du ministre de la Défense est truffé de bout en bout de zones d'ombre flagrantes pour dire il ne convainc pas du tout. Les députés nigériens veulent augmenter leurs primes et avantages. Ils ont élaboré un projet de loi dans ce sens. Ils demandent l'avis du gouvernement. À la une, le journal Le Canard en Furie estime que c'est une provocation gratuite du peuple. Oui, Charifatou Parezo, le Conseil des ministres du jeudi 20 octobre 2022 a examiné pour avis une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. En clair, nos honorables élus nationaux demandent une révision à la hausse du taux des avantages et indemnités qu'ils perçoivent. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Pour sûr, cette démarche des députés s'apparente à une grossière insulte à l'endroit du peuple dont ils sont censés défendre les intérêts, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Des députés, dont principalement ceux de la majorité présidentielle, ont adopté une posture de caisse de résonance pour le gouvernement. Toutes les initiatives et projets de loi passent comme lettres à la poste, même si elles sont en porte-à-faux avec les aspirations et les préoccupations de la majorité des Nigériens. La représentation nationale est là pour apprécier ce qui est bon pour le peuple et ce qui ne l'est pas. Le journal a rappelé à titre d'exemple la mascarade organisée par le gouvernement pour imposer aux Nigériens le redéploiement de la force militaire française Barkhane dans notre pays pour une durée indéterminée. L'augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe de 136 francs CFA et l'Assemblée nationale n'a pipé mot. Pourtant, cette augmentation exagérée a eu pour conséquence l'augmentation des prix de tous les produits alimentaires et non alimentaires, mais aussi des services qui impactent négativement sur le pouvoir d'achat des consommateurs déjà confrontés à des difficultés d'accès à la nourriture, à la santé, à l'eau potable. À cette situation est venue se greffer la grave crise sécuritaire affectant durement plusieurs régions du pays et provoquant le déplacement massif de populations de leurs villages pour échapper aux exactions des groupes armés et non étatiques, les GAN. Cette requête de nos parlementaires n'est pas passée inaperçue au sein de l'opinion nationale en raison de son caractère provoquant à la limite du mépris à l'endroit des Nigériens. Elle a choqué beaucoup de nos compatriotes et ne manquera pas de susciter dans les jours à venir un vif tollé de contestation populaire. Pour sûr, les partenaires sociaux, syndicats des travailleurs scolaires qui ont de nombreuses doléances en souffrance des années durant ne resteront pas l'arme au pied et regarder faire. Le gouvernement donne son avis favorable pour l'augmentation des primes et avantages des élus nationaux. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine nous donne les détails. Oui, Charifatou Parezo, et c'est sous le titre « Avantages et indemnités des députés vers une hausse des taux qui ne se justifie pas ». Selon le confrère, cette révision de la loi portant indemnités et avantages des députés est motivée par une décision
prise antérieurement par le président Bazoum Mohamed pour suspendre les frais forfaitaires versés aux députés pendant les intersessions pour leur permettre, indique-t-on, d'aller à la rencontre des populations et échanger avec elles sur les préoccupations et doléances. Il ne s'agit pas de petits sous puisqu'on parle d'environ 2,3 millions de francs CFA par député pour toute la période de l'intersession. Bazoum a estimé que c'est un traitement superflu qui doit être carrément stoppé, d'autant qu'il n'est pas du tout évident que les députés utilisent réellement pour aller prendre le pouls des populations à la base. Les députés n'ont pas fait d'objection à la décision de Bazoum, mais en retour, ils ont mis dans la balance la question du taux de leur indemnité et avantages qu'ils jugent très bas et qu'il faille par conséquent les réviser à la hausse. C'est cette proposition de révision qui a été soumise au gouvernement pour avis et il vient de l'avaliser. Les parlementaires vont examiner et adopter leur texte au cours de cette session dite budgétaire. Quand il s'agit de batailler à rang serré pour leur intérêt personnel, nos élus nationaux sont tous sur la même longueur d'onde, sans distinction de camp politique. Les préoccupations des populations à la base, cela ne perturbe pas leur sommeil. Bien au contraire, ce sont eux-mêmes qui donnent les instruments indispensables au gouvernement pour continuer à enfoncer les populations dans la pauvreté à travers le vote sans discernement de nouveaux impôts et taxes qui a une répercussion directe sur le quotidien des consommateurs au bas de l'échelle. Le projet de loi des finances 2023 comporte inévitablement de nouvelles mesures fiscales qui viendront s'ajouter à celles déjà existantes pour rendre encore la vie plus chère aux concitoyens. Les contribuables nigériens paient à la sueur de leur front pour entretenir grassement des députés indifférents vis-à-vis de leur trésor. C'est ça l'image dévalorisante que reflète aujourd'hui notre processus démocratique. Combien de temps cela va-t-il continuer? Nul ne saurait le prédire. Le journal Le Matinal du 24 octobre 2022 a titré à sa une « Le ministre Mamoudou Djibo pour encore combien de temps ?» Le Niger a vibré ce week-end au rythme d'une manifestation organisée par les étudiants et scolaires de la région de Maradi, un mouvement d'humeur suscité par une décision du ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche. Il vous souviendra, rappelle le confrère, que le gouvernement a récemment décidé de la fermeture de certaines filières de formation au niveau des universités publiques reparties dans les 8 régions du Niger. La raison invoquée, un désordre au sein des universités dû à la création tout azimut des doublons de filières d'enseignement. En vérité, selon le confrère, c'est une décision du ministre de l'Enseignement supérieur qu'il a fait avaliser en Conseil des ministres. Elle a pour objectif de rendre les universités publiques de l'intérieur du pays moins ambitieuses et les empêcher de diversifier les filières de formation. Pourtant, ces instituts et universités publiques de l'intérieur du pays ont engrangé de grands succès en si peu de temps. En moins de 10 ans de leur création, elles ont fait ce que l'unique université de Niamey n'a pu y réussir en 40 ans d'existence, notamment créer des conditions d'accessibilité de l'enseignement supérieur dans toutes les régions du pays, donnant ainsi la chance aux enfants des pauvres paysans d'entreprendre de longues études et aller très loin sans connaître beaucoup de tracasseries. En si peu de temps, de nombreux étudiants issus des zones reculées sont sortis avec de gros diplômes sans quitter le territoire national ni même s'installer à Niamey pour des besoins d'études. C'est toute cette prouesse et l'ingéniosité observée que le gouvernement de Bazoum Mohamed veut remettre en cause en portant atteinte à l'autonomie de chaque université de créer ses propres filières de formation comme cela se fait dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Face à une telle situation, les étudiants et scolaires ont réagi, notamment à Maradi, avec un mouvement d'humeur. Ce samedi 22 octobre, ils ont pris d'assaut la salle qui abritait les travaux du Conseil fédéral du principal parti au pouvoir, le PNDS Tareya, paralysant pour un bon moment les assises de ce parti. En s'attaquant à une telle cible, l'Union des scolaires nigériens et les étudiants de l'université de Maradi ont voulu démontrer leur colère au pouvoir en place que dirige le PNDS Tareya depuis 2011. En guise de représailles à tout mouvement de grève au sein des universités, le ministre a menacé de suspendre les œuvres sociales universitaires, notamment le transport et la restauration subventionnée par le fonds public. Le journal redoute une paralysie des activités académiques dans toutes les régions du pays, et ce, dans un contexte social instable au niveau de la sous-région et du Sahel. Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN,
Plus de tacite reprise du contrat d'affermage. C'est le titre qui barre la une du journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Oui, Sharifatou, par réseau, l'État du Niger ne peut plus renouveler le contrat d'affermage pour la société d'exploitation des eaux du Niger SIN qui arrive à terme le 31 décembre 2022, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement l'a notifié dans une correspondance en date du 13 octobre 2022 au directeur général de la SIN. Après un peu plus de 20 ans, l'État du Niger a souverainement décidé que le contrat d'affermage avec la SIN ne peut plus être renouvelé par tacite reconduction. Après évaluation, les autorités du Niger ont considéré que le contrat d'affermage avec la SIN en l'état n'est pas conforme aux intérêts socio-économiques actuels du Niger. En 22 ans de contrat, la vie des consommateurs nigériens n'a pas été réellement améliorée selon le confrère qui estime qu'en agissant ainsi, l'État du Niger est dans son rôle et a exprimé toute sa souveraineté. Cette courageuse décision mérite le soutien de tous quand on sait qu'une écrasante majorité de Nigériens n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 679 du 24 octobre 2022 a titré « Omar Hamidou, Ladan et la SIN, l'aigle ne baissera jamais la tête ». Le journal La Roue de l'Histoire, numéro 1123 du 26 octobre 2022, qui a titré « Pose de la première pierre de la ligne électrique Kandaji-Niamey, Bazoum Mohamed ouvre une nouvelle ère pour le secteur énergétique au Niger ». C'est la fin de cette revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Excellente soirée à tous et bonne réception.